Wang. I'm the third year PhD student in St. Khalil, and I will present my work, which is effective on mineralogical composition and pore structure on the swelling of Cox claystone. Firstly, let's recall the industrial and scientific context. For the high level and long-lived radioactive waste storage in France, we put it underground in the Cox claystone formation. To achieve this, we have to drill tunnels in this formation. And of course, during the building the tunnel, we have damaged the Cox claystone formation and create a so-called EDZ, excavation damaged zone, which including a lot of fractures and breakout fragments. So after the repository closure, the underground water flow will from distance to the tunnel, and the EDZ will resaturated. And during resaturation, numerous fractures will be closed due to the clay mineral swelling, which is well known as self-sealing of the Cox. So one interesting question is proposed that what has the greatest impact on the clay swelling capacity of Cox? This is the main objective of this work. And let's talk about the materials we used. Firstly, we have to go through what is a Cox. Cox is a formation in the North Bahi Basin, and from the shallow to the deep, it can be divided in three different units: USC, UT, and UA. For USC, the mineral composition is contrasted and variable. For UT, it's more homogeneous, and it contains around 30 to 40% clay. And for UA, which has the most clay content, which around 45 to 50%. And in this study, we use materials from UT and UA, which is extracted from 4 different cores for different depth and location. One of the 4 is UT, and the rest 3 cores are UA. And in this study, we did 3 different experiments: quantitative X-ray diffraction, and we also did nitrogen adsorption, and of course swelling test. For the XRD and the nitrogen adsorption, we just use small fragments extract from the sample, and for the XRD and nitrogen test are carried on 2 representative fragments for each core to increase the accuracy of the result. And for the swelling test, we use cylinder samples, 40 millimeter high, 37 millimeter in diameter, and we have tested 6 samples, and 5 of the 6 are cracked. We use a Brazilian splint test to crack the sample, and we still have the 1 UA sample remain intact as a standard for comparison. Okay. And I want to spend some time to describe our swelling test. For the in situ condition, we have the field stress. The stress will push the in situ cracks close. So if we want to only start the clay mineral swelling to the crack closure, we have to remove the stress effect. So a new mock-up is designed here. So we have the sample in, and we place the sample into a steel tube,
and we have strain gauges on the tube to measure the strain when the sample have some deformation. And we have epoxy between the sample and the steel tube. So before the test, we have tried to manage transfer the gauges strain into swelling pressure. We have such a mock-up, and we use a pre-calibration procedure to transfer the strain to the swelling pressure. Firstly, we loading confining pressure on the tube, and we change the inner pressure of the tube and we can have the relationship is when the tube have deformation, we can calculate, we can calibrate it with swelling pressure. So with this pre-calibration steps, we can, when we inject water into the sample to let the sample swelling, we can measure the swelling pressure directly from the gauges. So this is the device we use in our test, and we have a Garrison oil bomb to inject water, to inject oil in the chambre de Silude and to loading confining pressure. But the confining pressure is loading directly on the tube and not on the sample. And we have ISCO water bomb to inject water into the sample and to let the correct sample swelling, to let the sample to swell. And we can measure we have strain meters to measure the strain of the gauges, and then we can use this relationship to translate the gauges, the strain to the swelling pressure. And this is now we talk about the result. And firstly, from the XRD, we can find that smectite is the only swelling mineral in the COX which already reported in the literature. And what's new is smectite is not present as the single phase in the COX. It is within the interstratified illite and smectite interlayers. So actually, according to our XRD result, we can divide it the interstratified RS into two types. We have R1 and R0. For R1, we have 70% illite and 30% smectite. For R0, we have 22% illite and 78% smectite. And this table shows the smectite related clay minerals. And one interesting result is that for UT sample, for UT material, the R1 content is close to R0. And for UA sample, the R1 content is 3 or 4 times greater than R0 content. And about the result of the swelling test, we have measured 2 important parameters. And firstly, I want to show some examples that you can see before the swelling, before we inject the water into the sample, we have an obvious big crack inside the sample, but after swelling, the crack already disappeared. And the 2 important parameters we get is the swelling pressure, apparent swelling pressure, and the permeability. For UT sample, you can see that the swelling pressure is around 1 MPa, and for UA samples, it's around 4.5 to 5.8 megapascal. And we also measured the water permeability using Darcy law, and we can see that the permeability of all samples are discrete with time. And for UT sample, it decreased 4 orders of magnitude from 10 to the order of magnitude minus 14 to minus 18. For UA sample, it's from minus 14 to minus 20. So that's it. From permeability perspective, we can also see the sample, the crack of the already sealed, and the sample has swollen.
And so we want to check, we want to find out how the different minerals influence the swelling. And we try to relate the swelling pressure to each specific mineral content. And we can see that among all the clays, the R1 content is the best correlation to the apparent swelling pressure. It has around the regression coefficient of R1 is around 0.83. And what is interesting is that for R0, which has more clay content, but it has worse R-square regression coefficient with swelling pressure. Besides, smectite content also show a bad linear relationship with R-square. Until now, it seems that we have a conclusion that the smectite content is not the good indicator of the swelling pressure. This is contradicted with the reported result. So such result lead us to think smectite, as the smectite is not present as a single phase in the COX, maybe the distribution or localization of smectite can also influence the swelling pressure. So we performed the nitrogen sorption experiment on each sample to check out if we can find something from the perspective of pore structure. And also from the nitrogen sorption, yes, we have. Maybe it's nearly time to move to conclusion. Okay, sorry. I will more quickly. And for the nitrogen absorption, we have two different parameters, the Guthrie pore volume and the specific area, and we try to relate it to swelling pressure and R1 content. We can have a remarkably linear correlationship with the two parameters. And for now, we can see that R1 is the main swelling phase in COX, and I will go to the conclusion. And in COX claystone, the R1 content is the best correlation to the swelling pressure rather than R0 or total smectite content. And R1 is highly related to Guthrie pore volume and specific area. That means the structure of R1 is more favorable for water and smectite content, leading to great swelling amplitude. And from the viewpoint of testing technology, as nitrogen absorption tests are more easily conducted with XRD, the Guthrie pore volume and specific area are effective parameters to quantify the swelling capacity of claystone. Thank you. That's all. Any question? Thank you for your presentation. Mm-hmm. Are there any questions? So you can ask in the chat or. Okay. Okay, so for the moment, I don't see question. In fact, the correlation you have seems to be with the specific surface area. Yes. So do you think that any other method with any other gas could lead to similar results? For me, I think nitrogen is enough because our study is focused on water, and so if the nitrogen, we have the pore space to let nitrogen goes into, we can let water goes into. So that's enough. As for the other gas, such as CO2, like others, it can be useful, but for me, I think the result could be similar. Okay. Il y avait une question d'Alain, je crois. Oui. Vous m'entendez là ou pas?
Oui, c'est bon. Ouais, d'accord. Yes, I wonder if it exists a limit in the swelling pressure Yes. over which the swelling is not possible. Because you have a swelling pressure of 5 MPa. Yes. And I know that in situ, around the Andra tunnel, Yes. pressure is higher, around 12 ampere. And do you know if the swelling is possible under a high environmental pressure? It depends on the clay mineral. If you have more smectite in the sample, you have more swelling pressure. Yes, I understand. But is there a limit over which the smectite is no more able to swell? Actually, in our test, I can show our device. You see, the confining pressure is not applied directly on sample, so we can see the sample is free swelling, and the limit, the upper limit of the swelling pressure, it should be depend on the resistance of the epoxy. So in our result, the swelling pressure is in the order of 4 to 5 MPa, like this. Okay, thank you. You're welcome. Okay, thank you. Thank you. Are there other questions? Okay. Okay. So I stop the. Yes, thank you for your presentation. Thank you. Alors, a priori, donc Naïma Boumdienne est arrivée, mais elle a dû utiliser l'ordi d'une collègue, donc elle est connectée sous le nom de Nouran Mortada. Est-ce que tu peux peut-être lever la main, Naïma, pour que Emmanuel te repère pour te donner les droits? Normalement, c'est fait. Parfait. T'es prête pour présenter Arriver. Ok. Du coup, Naïma, tu peux partager ton écran. Ok, je vais partager mon écran là. Parfait. Donc, la prochaine présentation est une présentation de Naïma Boumdienne sur le comportement hygrothermique d'un mur en terre chanvre soumis au climat estival non ensoleillé de Rennes. Donc, tu as 10 minutes de présentation. Donc, je coupe ma caméra, je la rallumerai au bout de 10 minutes, enfin 10 à 12 minutes, et donc je la rallumerai au bout de 10 minutes pour donner un repère sur le temps. Ok, merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon exposé intitulé Comportement hygrothermique d'un mur en terre chanvre soumis au climat estival non ensoleillé à Rennes. Ce travail a été effectué au sein du laboratoire au génie civil et génie mécanique à l'unité de Rennes. Tout d'abord, je vais vous présenter le contexte général dans le cas où ce travail est dirigé. Dans le domaine de développement durable, plusieurs matériaux biosourciers ont été développés au sein de notre laboratoire. Citons par exemple le béton de chanvre. Le béton de chanvre à base de chêne-ovette avec des liants déférents à base de chanvre. Pour réduire l'impact environnemental, d'autres matériaux ont été développés avec des liants à base de terre comme le composite terre-chanvre ou des liants agro-sourcés comme existe dans la thèse de Marie Viel 2018 et le projet européen Isobio.
Ces composites offrent des performances environnementales permettant de réduire la consommation d'énergie. Dans ce cadre, une caractérisation multiphysique thermique, Y et mécanique a été réalisée pour ces composites. Ils sont développés à l'échelle du matériau, c'est-à-dire une structure monocouche, d'où vient la nécessité d'étudier leur comportement hygrothermique à l'échelle de la paroi pour passer à une structure multicouche et voir d'autres phénomènes. Pour ce travail, dans ce contexte, deux types de dispositifs expérimentaux ont été utilisés, soit avec une seule sollicitation imposée, soit et l'autre côté soumis aux conditions ambiantes du laboratoire, comme existe ici avec le mur en béton de chanvre, soit avec une maîtrise en deux ambiances intérieures et extérieures, comme existe ici avec un mur en briques avec enduit mortier. Cet outil, l'outil qu'on utilise dans notre laboratoire est celui de deux côtés. Ce type d'équipement permet d'analyser le comportement du mur et d'identifier d'autres phénomènes sur cette échelle, comme le risque de la condensation interne existant dans cette étude. On passe maintenant à nos travaux. Cette partie s'intéresse au dispositif expérimental. Il s'agit de deux chambres climatiques intérieures et extérieures. La plage de mesure de la température et l'humidité de chaque chambre sont affichées sur le diagramme de l'air humide. La zone verte caractérise la chambre intérieure et la zone rouge caractérise la chambre extérieure. Ce climatiogramme est théorique. En dehors de ces zones, on ne peut pas y arriver à réaliser nos mesures. Par contre, dedans ici dans les zones, on peut les atteindre grâce au régulateur de température ici et d'humidité. Le changement de la consigne se fait manuellement. Le passage d'une consigne à une autre peut engendrer une compétition entre ces deux régulateurs, d'où la réflexion doit être nécessaire avant le démarrage de chaque consigne afin d'éviter la prise en glace dans la chambre, due essentiellement au groupe froid qui joue le rôle de refroidissement et de la déshumidification. Ces deux chambres sont séparées avec un mur en terre-chambre. Ce composite a été développé dans le cadre de la thèse de Brahim Azoul de 2016. Il est constitué avec un enduit intérieur en terre d'épaisseur 0,3 cm, une couche de composite terre-chanvre d'épaisseur 28 cm, un enduit extérieur et un enduit extérieur sous-chanvre d'épaisseur 3 cm. Cette paroi est instrumentée dans les différentes épaisseurs sur les deux surfaces et en ambiance avec 10 capteurs de type SHT sans sérion pour la mesure de la température et l'humidité. Après l'installation des murs, des conditions climatiques de différentes villes françaises et tunisiennes sont testées. On choisit dans ce cas de présenter Rennes pendant l'été. Une journée type représentative ici est choisie en fonction de température moyenne, minimale et maximale au mois d'août en se basant sur le site Météo France. Les deux courbes ici continues en couleur plus claire désignent respectivement la température et l'humidité réelle au cours d'une journée au mois d'août à Rennes. Les courbes après, les deux courbes ici en palier avec les couleurs plus foncées désignent la température et la consigne de la température et la consigne de l'humidité à tester. Notre dispositif ne permet pas de faire ce type continu de changement, d'où vient l'idée de faire un cycle en palier. Tout le long de la simulation, le côté intérieur est soumis à une stabilisation de 23 degrés 50%. C'est une stabilisation adaptive à une ambiance intérieure considérée à Rennes.
Le côté extérieur est soumis à une stabilisation initiale représentant la période de la nuit. Après, on va répéter le cycle pendant un jour jusqu'à qu'on atteint un cycle représentatif et finalement, on revient à une stabilisation finale. On passe maintenant au résultat. Les figures suivantes représentent les cinétiques expérimentales de la température et l'humidité. Le capteur C1 et le capteur C10 désignent les mesures en ambiance. Les autres, de 2 à 9, désignent les mesures dans les différentes épaisseurs du mur. Les ambiances sont globalement en accord avec les consignes fixées, ce qui montre la bonne régulation choisie et son importance pour atteindre les consignes souhaitées. Pendant la phase de la sollicitation dynamique, on remarque bien que le cycle se répète pendant 4 jours. Les faisceaux de la température au sein du mur montrent une croissance pendant les 2 premiers jours. Ceux qui sont plus proches de l'intérieur sont soumis à des amplitudes plus stables, dues à la stabilisation intérieure. Par contre, ceux qui sont plus proches du côté extérieur sont à des amplitudes qui superposent qu'au dernier cycle, c'est-à-dire le 3e et le 4e jour, ce qui montre que ces cycles se répètent et deviennent représentatifs au sein du mur. Comme le cycle 4 superpose avec celui d'avant, on l'a choisi d'analyser les profils dans la suite. Les figures suivantes montrent les profils de la température et des pressions de vapeur dans les différentes épaisseurs du mur au cours d'une journée. Les pressions de vapeur ici sont calculées à partir des enregistrements de la température et l'humidité. Pour la figure des profils de température, l'évolution ici de la couleur rouge montre les périodes de la nuit. On remarque bien que sur le côté extérieur, la température de la surface est d'environ 14 degrés, proche à celle de la consigne fixée. Aussi, pour le côté intérieur, elle est d'environ 23 degrés. Pendant la journée et en changeant les consignes, une amplitude caractérisée ici par la couleur verte et bleue évolue sur l'épaisseur du mur en lien avec les consignes. Elle est limitée ici sur l'épaisseur du mur côté intérieur et de plus en plus forte sur le côté extérieur, ce qui montre que seulement ces 2/3 de mur qui sont actifs. Après, pendant la fin de la journée, vers 21h, la température marquée ici par les couleurs foncées commence à revenir à son état nuit et finalement se superpose avec la couleur rouge, ce qui montre que le phénomène de stockage et de déstockage de la chaleur. De même pour les profils de pression de vapeur, il s'agit d'une évolution au sein du mur. Elle présente des extrêmes hauts et des extrêmes bas au-delà des valeurs présentées sur la surface. Au cœur du mur, ces extrêmes hauts conduisent à des valeurs, à des flux d'humidité simultanés dans les deux sens, c'est-à-dire vers l'intérieur et vers l'extérieur, ce qui met en évidence le phénomène de désorption. De même pour l'extrême bas, qui conduit à des flux dans les deux sens aussi, et il met en évidence le phénomène de sorption. Pour conclure, la paroi interchanvre, dans ces conditions, on observe que 2/3 extérieurs de l'épaisseur de mur qui sont actifs et met en évidence les phénomènes de sorption et de désorption au sein de la paroi. Cette étude sera après complétée avec des conditions climatiques de Rennes avec ensoleillement, comparaison de la réponse de différents types de parois et une simulation numérique à l'aide du logiciel Wi-Fi Pro. Merci pour votre attention. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, je vois
Moi, j'avais peut-être une question, c'est par rapport à, est-ce que vous avez pu coupler, merci de votre présentation qui est très intéressante, par rapport à l'expérimentation de la modélisation pour voir peut-être des phénomènes de condensation ou de gradient d'humidité au voisinage des parois. Et je vais laisser la parole ensuite à Alain et puis à Delphine. Est-ce que vous avez couplé votre expérimentation à de la modélisation pour voir les problèmes éventuellement de gradient d'humidité qu'on pourrait avoir? Parce que j'imagine que l'humidité, elle n'est pas homogène sur toute l'épaisseur. C'est juste une question de curiosité. Oui, en fait, pour les simulations actuelles, toujours parce que le logiciel qu'on utilise, il ne prend pas en compte le phénomène d'hystérésis. Alors là, on n'arrive pas vraiment à des résultats qui sont un peu en accord avec nos résultats XP, à cause aussi de l'estimation de quelques valeurs, de quelques paramètres physiques. On doit bien estimer ces valeurs et après on peut arriver. D'accord. Je crois, Florence, qu'il y avait deux autres questions d'Abdel et d'Alain. Voilà, donc Abdel, si vous voulez. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question, enfin plus une interrogation. Pourquoi vous exploitez vos valeurs en termes de pression de vapeur et non pas en termes d'humidité? Parce que vous mesurez une humidité relative. Je ne sais pas pourquoi vous passez aux pressions par la suite. C'est parce qu'en fait, la pression de vapeur aussi, elle est calculée à partir de la température et l'humidité, les enregistrements de la température et l'humidité mesurée. Et du coup, comme on avait présenté l'humidité pour les cinétiques, on avait dû de présenter les pressions de vapeur sur les profils. Oui, la pression de l'humidité, vous la calculez comme étant la pression de vapeur sur la pression de vapeur saturante. Donc, c'est direct, non? Bon, ben, c'est pas grave, mais c'était une interrogation. Et après, la deuxième question que je peux, si je peux, c'est est-ce que vous tenez compte des fuites? Est-ce que vous avez des fuites d'abord, que ce soit via le sol ou via la liaison du mur lui-même avec le mur de l'enceinte biclimatique ou non? En fait, les murs de notre enceinte sont isolés de l'ambiance des ambiances du laboratoire et là, on peut arriver à notre consigne, à nos consignes mesurées. Ok. Merci. Merci beaucoup. Ouais, je prends la suite. Oui. Ouais, merci. Moi, j'avais deux questions, en fait. La première, c'est finalement le matériau que vous étudiez. Donc, je suppose que vous l'étudiez pour le mettre en valeur. Et donc, du coup, est-ce que vous êtes livré à une analyse comparative avec d'autres matériaux, soit naturels, soit artificiels, en fait, et comment ils se situent du point de vue de l'isolation thermique et hydrique? Est-ce qu'il est meilleur, moins bien? En fait, notre paroi, elle est implantée avec d'autres parois. En fait, on a un mur qui est composé de 4 matériaux. Là, si vous voyez mon dernier diapo, vous Alors voyez… là, en fait, on voit un écran on bleu. voit Rien, on Ouais. voit Windows. Tu as fermé ta présentation, en fait. Ok, alors… On voit Monsieur Windows. Yes. Alors, voilà. Donc, notre mur, en fait, il est composé de 4 parois, donc de différents matériaux. Nous, on a choisi de présenter le terre-chanvre, mais il y a aussi la solution colza avec et la solution ici, la paille. En fait, c'est le béton de rafle de maïs, c'est le béton de paille de colza et la paroi isobio. Donc là, on peut bien après comparer entre les 4 matériaux. Comment vous faites pour comparer? Comment vous faites pour comparer? En fait, les mêmes conditions climatiques sont sollicitées sur le mur et du coup, on prend les mêmes conditions sur des différents matériaux. Donc, on peut comparer la réponse de chaque matériau comme un mur.
Ouais, enfin, vous n'avez pas comparé les flux hydriques et les flux thermiques, par exemple, En termes de quoi? de flux? Les flux-mètres, Naïma. Ah, ok. En fait, les flux-mètres, on n'avait pas encore analysé D'accord, les données des c'est flux. pas fini, en fait. Ouais. Ouais, d'accord. Bon, enfin, je pense qu'il faudra le faire parce que ça sera intéressant quand même pour comparer. En fait, je vais me poser une autre question aussi. Vous imposez finalement une ambiance intérieure constante. Ok. Et souvent, ces matériaux sont réputés intéressants en fait pour le confort hydrothermique intérieur parce qu'ils ont une Ok. capacité à amortir en fait un flux hydrique ou thermique venant à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, Mm. notamment pour le confort d'été. Et donc du coup, est-ce que vous envisagez de faire des manips dans lesquelles en fait vous avez des sources chaudes ou des sources de vapeur à l'intérieur, côté intérieur du bâtiment en quelque sorte, Mm. voir leur efficacité en termes de tampon hydrique et d'inertie thermique? En fait, notre dispositif ici est en contrôle de deux ambiances, c'est-à-dire de deux côtés. Donc, on a mis des consignes représentatives aux ambiances intérieures considérées à Rennes. Euh, on peut alors ici valider notre modèle comme ça, puis à l'aide du logiciel Wi-Fi, on peut simuler en entrant un fichier météo. D'accord. Euh, Là, parce qu'on n'a pas des équipements comme les fenêtres, par exemple, les vitrages pour tester les conditions C'est-à-dire qu'en libres fait, ces les- résultats-là, ils sont là pour au valider calcul. le En logiciel. fait, nos travaux ici sont complétés déjà avec une étude en bâtiment soumis à des conditions climatiques réelles et qui est constituée avec le béton des chambres, pas le terre-chambre. Ok, bon, merci. WOFI, il tient compte de l'hystérésis ou non dans la modélisation? Non, il ne tient pas compte. Alors que vous avez montré quand même que vous avez un hystérésis assez prononcé ici, hein, donc, dans ce matériau, non? Comment? Est-ce que votre matériau, il a quand même un hystérésis ici? Oui, oui, bien sûr, oui. Et donc, vous ne passez pas à côté de quelque chose de plus précis si vous prenez un modèle de type WOFI ou qui ne tient pas compte de l'hystérésis, enfin de la partie sorption-désorption. Oui, mais par contre, le logiciel Wi-Fi, c'est un logiciel commercial. Déjà, son modèle, déjà, il est implanté. On ne peut pas changer le modèle. Et il est basé sur le modèle de Kenzel. Et là, il ne prend pas le phénomène en considération du phénomène d'hystérésis. Il n'y a pas mieux? Il y a d'autres logiciels, peut-être, on peut implanter ou bien inventer un code sur MATLAB ou sur console, mais ça peut être prendre C'est une autre beaucoup. thèse, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une autre thèse. Ok, merci. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ben je vous remercie. Merci Naïma. On va Merci à pouvoir vous. passer à la présentation suivante. Donc, du coup, notre quatrième présentation, ça va être monsieur... Alors, je ne sais plus si... Je ne crois pas que ce soit Adrien Bouvet. Je crois que c'est Hector Gomard qui présente. Bonjour, oui, tout à fait, c'est ça. Oui, C'est bonjour. moi. Bonjour. Tout à fait. Donc, sur l'impédance spectrale de pierres naturelles du patrimoine bâti. Ouais. Donc, voilà, on vous laisse 10 à 12 minutes de présentation et donc, vous pouvez partager votre écran. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, c'est bon. Alors, pour l'instant, on voit pas le mode présentation, en fait. On doit voir votre écran à vous. Ouais. Ok, là, c'est bon. Alors, attendez. Voilà. Eh bien, bonjour, je vous remercie. Donc, je vais vous présenter les travaux que je mène avec mes collègues donc, du L2MGC à l'Université de Cergy-Pontoise sur donc, des mesures d'impédance spectrale de pierres naturelles du patrimoine bâti.
Alors, on sait donc qu'il y a plusieurs pathologies qui peuvent être engendrées par différents facteurs, qui peuvent être donc soit mécaniques, par l'action du gel-dégel ou des hautes températures, des attaques chimiques avec l'action des sels, l'oxydation des fers, ou bien des contaminations biologiques, des mousses, des lichens, des végétations. Et donc, toutes ces pathologies, elles sont en général et principalement liées à l'eau qui est présente dans les pores de la matrice de ces pierres. Et donc, il est important, si on veut essayer de caractériser les maladies des pierres, de caractériser donc la teneur en eau et leur microstructure. Alors évidemment, il existe plein de techniques différentes qui permettent d'accéder à ces informations, et celle que je vous présente aujourd'hui, donc c'est des mesures par impédance spectrale. Alors, les pierres qui sont utilisées, ce sont donc des pierres qui sont issues de carrières françaises qui sont en activité. On a étudié donc six pierres calcaires qui sont donc des pierres de Minier, de Lens, de Massangy, de Savonnières, de Ville, de Saint-Maximin, et puis un grès des Vosges, ici. Ces pierres, elles ont une gamme de porosité qui est comprise entre 10 et 30%. Et elles sont utilisées pour la construction, l'ornement et évidemment pour la restauration du patrimoine bâti. Et il y a évidemment plein de monuments en France qui utilisent ce type de pierre. Alors, on a dans notre laboratoire, on a des collègues qui ont travaillé sur ce type de pierre dans le cadre de 2 thèses, de Charlotte Walbert et Martin Vigroux. Donc, il y a une étude assez importante pétrographique. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Il y a une étude donc, par DRX qui montre la composition minéralogique des différentes pierres. Alors, on voit bien que la majorité des pierres calcaires sont exclusivement constituées de calcite. Une petite distinction avec le Saint-Maximin où il y a un petit peu de quartz. Et pour Massangy, où on a autant de dolomite que de calcite, mais tous ces matériaux ont à peu près la même résistivité d'un point de vue électrique. Et en revanche, pour le grès, donc on a une pierre constituée essentiellement de quartz, mais on voit également la présence d'oxydes qui sont plus conducteurs. Et on verra le rôle que ça joue plus tard. Donc toujours dans le cadre de ces thèses, ils ont également réalisé donc des mesures des photographies par microscopie optique. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail microstructural, mais en tout cas on voit bien une grande diversité de la taille des grains, de leur forme, de la porosité, etc. Alors, ils ont également ils ont également réalisé des mesures de porosimétrie mercure. Là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, on voit une grande diversité de la microstructure. Alors, nous, on s'est intéressé plus spécifiquement à des mesures de porosité sous vide, des mesures de porosité accessibles à l'eau, soit sous vide, soit à pression atmosphérique, parce que nous, on avait besoin donc de saturer nos échantillons. Donc là encore, on voit, comme je vous le disais, donc des porosités qui vont de l'ordre de 10 à 30%, avec des valeurs qui sont différentes en fonction évidemment de la porosité sous vide ou bien atmosphérique, ce qui caractérise bien une diversité de la microstructure. Et puis, on voit également une variabilité des propriétés pour certaines pierres, en particulier LS, la pierre de Lens. Cette variabilité, elle peut être liée au litage ou au lieu d'extraction. Alors, je vais vous présenter maintenant le principe de la méthode 2 points, qui permet donc de mesurer une résistivité électrique. Cette méthode, elle est simple. On fait circuler du courant électrique donc dans un échantillon, et puis on mesure donc la tension au niveau de l'éprouvette, et on mesure également l'intensité du courant qui circule dans l'échantillon. Et par le biais de la loi d'Ohm, on en déduit la résistance électrique du matériau, et connaissant les dimensions des éprouvettes, donc ici on a travaillé sur des éprouvettes 4-8, on peut en déduire la résistivité.
Alors ça, c'est une mesure qui est simple, qui est unifréquentielle. Et évidemment, si on fait varier la fréquence, eh bien, on voit que la réponse électrique varie en fonction de la fréquence, puisque les matériaux sont à la fois résistifs, mais aussi capacitifs. Et donc, on a étendu cette mesure à une mesure spectrale, dont je vous montre ici une image, une photo du dispositif qu'on a mis en place au laboratoire, donc qui est simplement constitué d'un générateur de fonctions et d'un oscilloscope, ce qui nous permet de réaliser des mesures donc, dans une gamme de fréquences de l'ordre de 10 Hz à 10 MHz. Alors, les mesures, elles sont réalisées, je vous le disais, sur des éprouvettes qui sont saturées en eau, donc qui sont saturées sous vide, et on utilise de l'eau du robinet et on maintient la température à température ambiante, à 20 degrés, grâce à un bain thermostaté. Alors, je vous montre ici un schéma électrique du dispositif expérimental. Donc, il s'agit simplement d'un pont diviseur de tension dans lequel on a donc une résistance de mesure qui est connue et qui va permettre donc indirectement de remonter à l'intensité. Et donc, grâce à l'intensité et à la tension, on peut remonter à une impédance. On mesure également un déphasage entre ces deux grandeurs et donc on peut représenter l'expression de l'impédance en fonction de la fréquence et le déphasage en fonction de la fréquence. Donc ça, ce sont des diagrammes de Bode pour une pierre. Et donc, on voit bien en effet que bien ici, à un moment, on a une chute de l'impédance qui est caractéristique d'un système capacitif. Alors, on peut également représenter ces diagrammes de Bode sous une autre forme, donc ce sont les diagrammes de Nyquist. On représente l'évolution de l'impédance donc sous sa forme imaginaire en fonction de la partie réelle. On a ici les basses fréquences, et puis on tend ici vers les hautes fréquences. On constate ici ce point d'inflexion, il correspond à la valeur de la résistance du matériau, et connaissant les dimensions, on peut en déduire la résistivité. La deuxième chose qu'on a représentée, c'est la permittivité relative des matériaux qu'on peut réexprimer en fonction donc, de l'impédance complexe. Donc, il s'agit là encore d'une quantité complexe que j'ai représentée ici donc, sous la forme fréquentielle. Donc, en rouge, la partie réelle, donc, qui correspond à ce qu'on appelle la constante diélectrique, et puis en bleu, la partie imaginaire. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats, et donc je commence par la partie résistivité, sur donc, la représentation en diagramme de Nyquist pour les différentes pierres. Donc on voit bien un comportement distinct pour chacune des pierres, évidemment qui correspond à leur porosité et leur microstructure. Et donc, dans le graphique d'à côté, j'ai représenté la résistivité, donc l'expression ici de cette résistance normalisée par les dimensions, en fonction donc de la teneur en eau volumique. Alors, si on regarde un petit peu de près ces résultats, on constate pour trois types de pierres, qui sont trois pierres calcaires avec des comportements microstructuraux assez proche, c'est-à-dire avec une répartition des pores unimodale, eh bien, on peut constater une bonne corrélation entre la résistivité, l'évolution de la résistivité et la teneur en eau, ce qui s'exprime par une loi d'Archi, assez classiquement. En revanche, on a un décalage entre ce fuseau-là, cette courbe de résistivité, de loi d'Archi, et les autres pierres. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu le comportement, cet écartement. Alors, le premier qui est assez attendu, puisque je vous en parlais tout à l'heure, c'est le comportement ici du grès. Donc, on a vu tout à l'heure que la composition minéralogique faisait apparaître un certain nombre d'oxydes qui étaient donc des matériaux plus conducteurs. Donc, la matrice du grès étant plus conductrice, on s'attend en effet pour une teneur en eau donnée à une diminution de sa résistivité. Ensuite, on a les trois autres pierres calcaires qui ont des réponses un peu plus élevées que la résistivité du fuseau, là, des trois autres pierres, donc Savonnières, LS et Euville. Et alors, les hypothèses qu'on avance, c'est que
ces 3 pierres ont des distributions bimodales avec des petits pores importants, enfin un nombre de petits pores importants, ce qui du coup augmente la résistivité, diminue donc le passage du fluide et donc du passage du courant électrique, donc augmente la résistivité. Et puis on peut l'expliquer aussi par la taille et la nature des grains, en particulier Euville qui a des grains très grands, et SA ici, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais on a des pores avec une espèce avec des formes un peu fractales, avec des petites anfractuosités. Et tout ça, ça augmente la tortuosité, donc le chemin, et donc ça augmente la résistivité. Alors, je vous disais qu'on avait présenté aussi également la permittivité relative. Donc, ça, c'est la partie réelle, la constante diélectrique. Donc, on a une diminution de cette permittivité avec la fréquence pour atteindre un plateau. Et donc, ça, c'est un comportement assez classique qu'on retrouve donc dans la littérature. Là, ici, vous avez les différents plateaux de la constante diélectrique en fonction de la fréquence. Donc, nous, on travaille à peu près jusqu'à 10 MHz. Et donc, cette permittivité, la réponse de cette permittivité relative, elle dépend à la fois du matériau, de l'eau et puis des interfaces. Donc, nous, on a représenté l'évolution de la permittivité ici à 1 méga sur ce plateau ici, et on l'a exprimé en fonction donc, de la teneur en eau. Alors, on voit ici qu'on a une augmentation de la permittivité. Donc, ça, c'était en première approche une courbe qu'on avait fait passer ici en puissance. Et puis, bon, il y a encore un travail à faire sur les modèles qui sont utilisés. Donc ça, c'est le travail qui est en cours. Il y a plusieurs modèles qui existent pour essayer de modéliser le comportement de la permittivité relative en fonction de la teneur en eau, en particulier le modèle de Top, des lois de mélange et des théories de milieu effectif. Donc ça, c'est en cours. Alors voilà, pour conclure, donc je vous ai présenté ici rapidement donc un système de mesure fiable et bon marché qui permet donc d'évaluer assez finement la résistivité et la permittivité. Donc sur l'étude de ces 7 pierres donc 6 calcaires et 1 grès, on a obtenu pour 3 d'entre elles qui avaient un comportement microstructural assez proche, une bonne corrélation entre résistivité et teneur en eau. Alors, ce qui serait intéressant, on ne l'a pas fait, mais on est là aussi en train, puisqu'on a récupéré récemment les fichiers de porosimétrie mercure, c'est d'essayer de voir l'influence en essayant de faire un seuillage sur la taille des pores, pour voir la réponse que ça a sur la résistivité. Et puis, on aimerait aussi, pour essayer de conforter nos modèles en permittivité, essayer de travailler avec des pierres de plus forte porosité, telles que des tuffeaux. Et puis, dans le cadre d'un stage qu'on mène en ce moment en partenariat avec le LRMH, on travaille aussi sur l'influence de la teneur en eau contrôlée par séchage ou par humidité relative. Voilà. Et pour finir, juste, on s'est doté également d'un nouvel appareil de mesure qui travaille sur plus basse fréquence et qui nous permettra un petit peu de comparer nos résultats avec cet autre système de mesure. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Merci pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors... J'ai une question. Adèle. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que, 2 petites questions. Donc, la première, c'est est-ce que le contact que vous mettez au bord de votre éprouvette a une influence sur la mesure de cette permittivité ou non? Oui, absolument. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je n'ai pas montré ces aspects-là ici. Donc, Ouais. on a mis des éponges synthétiques qui sont humides. Évidemment, cet aspect-là, le type de contact, le type d'électrode, etc., ça va jouer un rôle aux basses fréquences. Alors, l'intérêt, donc je vais vous montrer ça ici, en général, on discrimine assez bien la réponse de la matrice qui correspond normalement la boucle des plus hautes fréquences et la boucle des plus basses fréquences qui correspond justement à l'influence des électrodes ou du contact. Donc, ouais, est-ce que ça ne pourrait pas être une source d'erreur s'il n'y a pas répétitivité d'une éprouvette à l'autre sur vos pierres, hein, que vous discriminez les trois que vous discriminez, est-ce que
Je ne sais pas, je ne connais pas très bien, mais est-ce que ça peut venir de ça aussi, en partie aussi, ou non? Alors, globalement, c'est une mesure assez sensible, c'est vrai, à plein de paramètres. La partie, encore une fois, interface, en général, euh, on arrive comment dire, à la décorréler de la réponse de la résistivité. D'accord. Enfin, il y a un certain, enfin, on a fait aussi des essais, mais c'est vrai que globalement, ça se joue vraiment aux basses fréquences et donc on n'est pas trop embêté. D'accord. Dernière question, est-ce que vous comptez remonter au neuronaux par inversion par la suite, quoi, donc, avec ces mesures non destructives? Bah, oui, alors bon, peut-être elles sont non destructives au sens où on travaille quand même sur des éprouvettes, donc pour Oui, l'instant elles ne sont pas non destructives. Mais l'idée, c'est ça, en effet, c'est essayer de remonter à une espèce de courbe de calibration. Alors évidemment, clairement, ce serait déjà pour des calcaires. Alors, pour l'instant, nous, on trouve une bonne corrélation pour 3 types de pierres. C'est pour ça que je vous disais que l'idée, ce serait, une fois qu'on a les courbes de porométrie, porosimétrie mercure, c'est de voir si, justement, parce que les petits pores, a priori, ils vont plutôt être plus résistifs. Donc, voir si on travaille sur un système de seuillage, si on arrive à recaler euh, ces pierres-là qui sont plus résistives sur une espèce de courbe, voilà, de calibration pour essayer en effet de remonter une réponse inverse, quoi. ok. Bon, merci beaucoup, bon courage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Alain? éventuellement. Ouais. Je trouvais que c'était intéressant, mais en fait, je me posais la question, est-ce qu'il existe déjà des corrélations entre ces mesures électriques et puis les pathologies que vous avez montrées tout au début? Euh, alors, moi, des corrélations comme ça pour différents types de pierres, je n'en ai pas trouvé. Après, je pense que peut-être que pour les systèmes développés, il doit y avoir un principe, mais c'est vrai que ça, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai pas vu. Ma question, c'était plutôt, au début, vous avez montré un certain nombre de pathologies sur des monuments historiques, Ouais. et ensuite, vous avez expliqué qu'il était nécessaire de caractériser les pierres par mesure d'impédance. Ensuite, vous trouvez des corrélations avec les teneurs anneaux. Mhm. Et au final, en fait, est-ce que, quelque part, euh, vous cherchez une corrélation entre la pathologie et, la mesure électrique? Vous voulez dire, est-ce que ma réponse, elle pourrait, par exemple, caractériser un type de Ouais, pathologie? c'est ça. Franchement, je ne pense pas qu'on en soit là. D'accord. Mais si vous voulez, la problématique, c'est que c'est pour ça, hein, pour l'instant, on a travaillé sur des pierres saines. Ouais. Je pense que c'est l'autre point que je précisais, c'est que pour l'instant, on ne fait pas du contrôle non destructif au sens où on a besoin, pour le moment, d'éprouvettes. Mm. Donc, ça veut dire aussi qu'il faudrait, mais tout à fait, en tout cas, ça fait partie des choses qu'on aimerait, c'est-à-dire travailler maintenant sur des échantillons altérés. Parce que sur la photo centrale, comme sur celle de gauche, en fait, on est toujours étonné dans certains monuments historiques de voir des pierres qui sont presque saines, et juste à Mhm. côté, des pierres extrêmement dégradées. Mhm. Donc on serait curieux de voir si vos appareils arrivent à mesurer une différence entre ces deux pierres qui sont presque dans les mêmes conditions. Ouais, bah, en tout cas, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, nous, on a besoin de carotter. Ah, Et ouais, en tout cas, ça fait partie. Là, ce qu'on présente, enfin, ce que je présente ici, ce qu'on présente, c'est un petit peu l'aspect un peu calibration, en tout cas de notre système qu'on a développé, parce que l'intérêt, c'est que les pierres avaient un comportement assez stable au cours du temps, contrairement au béton, parce qu'on a pas mal travaillé aussi sur les matériaux cimentaires. Donc voilà, donc là maintenant, c'est l'étape suivante, en effet. ouais, j'avais une toute dernière remarque. En fait, souvent, bon, il y a un certain retour des matériaux naturels dans la construction. On voit des immeubles avec des façades en pierre reconstruits à Paris ces derniers temps, ce qui est tout à fait intéressant et esthétique. Et au final, dans la réglementation, en fait, souvent, il y a des problèmes en fait, de résistance aussi, pas que de durabilité, qui sont induites par l'hétérogénéité finalement du matériau.
Et finalement, est-ce que la méthode électrique, ça peut être une méthode rapide qui permettrait de détecter des défauts dans les pierres et d'éliminer certaines pierres, en fait, Vous voulez dire a priori, avant de... Ouais, a priori, ouais. C'est sur chantier, au niveau de la carrière, en fait, pour trier les pierres de bonne qualité, de mauvaise qualité, Euh, rapidement. Bah, je ne sais pas, peut-être qu'en faisant un peu de tomographie électrique, c'est-à-dire peut-être en ayant fait, en ayant la possibilité d'avoir plusieurs électrodes, de reconstruire. Enfin, je pense que ça, il y a pas mal de travaux qui sont faits là-dessus. C'est vrai que c'est pas encore notre. En tout cas, c'est pas ce qu'on fait. Euh, Là, pour l'instant, c'est sûr que nous, ce qu'on présente, c'est une réponse macro, enfin globale. Donc, voir s'il y a des gradients, s'il y a des inclusions, là, pour l'instant, voilà, ça rejoint un petit peu votre question sur la partie altération. Pour l'instant, ce que je présente, en effet, c'est un matériau sain, homogène. Mais donc, non, je ne peux pas répondre à votre question. Ouais, c'est prématuré. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va prendre une dernière question. Anaclète. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. Oui, je remercie le présentateur pour la qualité de sa présentation. Et je voudrais lui poser une question. Est-ce que, au-delà de la porosité et de la teneur en eau, la composition chimique de la pierre n'a pas d'incidence sur la résistivité électrique ou c'est une quantité insignifiante? Alors, à partir des données qu'on a récupérées, encore une fois, de nos collègues du laboratoire qui ont travaillé là-dessus, clairement, le grès, il a une composition, et ce n'est pas tant au niveau du quartz, mais plutôt au niveau des oxydes, je pense, qui sont plus conducteurs. Voilà, après, a priori, bon, c'est ce que nous on montre, c'est-à-dire que celles qui ont, on en a clairement 4 qui sont purement de la calcite, ou en tout cas, disons qu'on pourrait s'attendre strictement si on a une matrice pleine, la même réponse. Et puis on a des choses, voilà, par exemple Saint-Maximin avec un peu de quartz, Massangy avec dolomite et calcite, mais a priori c'est des résistivites, enfin c'est des matériaux qui ont a priori le même comportement électrique approximativement. Et en tout cas, clairement, c'est pas ce qui est discriminant dans ce qu'on montre en termes de résultats électriques. Alors peut-être qu'il y a des effets de compensation, je ne sais pas, mais clairement, c'est pas ce qu'on met en avant. À part, encore une fois, pour le grès. Ok, je suis satisfait de votre réponse puisque je me posais cette question depuis le départ. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Donc, je propose de passer à la présentation suivante. Donc, c'est Alexandra Bourdeau qui va nous présenter une étude Cracking and Damage Study of Flax and Concrete by Acoustic Emission. Alors, normalement, c'est bon. Oui, on voit bien ta présentation. Voilà. Donc, je vais mettre ma petite vidéo. Voilà. Je vais couper ma caméra, puis dans 10 minutes, je la rallume. Ok. Attends, je mets mon chrono. Parce que sinon... Voilà. Très bien. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler en fait de... On a commencé à investiguer le comportement mécanique de matériaux biosourcés, plus particulièrement de béton de chanvre et de béton de lin, donc avec un suivi par émission acoustique lors d'un essai de compression. Donc effectivement, depuis un certain nombre d'années, il y a une réglementation thermique de 2012 qui va être en passe d'être modifiée pour une nouvelle réglementation qui est la RE 2020, qui, elle, va être mise en place donc normalement à partir du 1er janvier 2022, si elle n'est pas de nouveau repoussée, pour permettre de réduire l'impact carbone et les consommations et décarbonation de l'énergie, tout en garantissant un certain confort, aussi bien en hiver qu'en été, pour les occupants. Donc, ça passe notamment par la proposition de matériaux nouveaux, innovants,
les écomatériaux. Et depuis quelque temps, les biosourcés sont en plein essor. Alors, ces matériaux permettent notamment d'améliorer les capacités thermiques, les capacités hydriques. Et ce sont des matériaux qui sont très poreux, qui vont induire des propriétés variables en fonction de l'arrangement des particules, des hétérogénéités. Et ces particules interagissent avec le liant également, ce qui peut affecter le comportement mécanique du béton. Donc, il est intéressant de s'intéresser à la mécanique de l'endommagement de ces matériaux, également l'impact de l'environnement sur ces propriétés, puisqu'il constitue un enjeu de développement durable et puis de construction pour un impact environnemental moindre. Donc à ce jour, il y a quelques caractérisations mécaniques qui ont été faites avec l'étude de l'impact de certains granulats biosourcés, mais avec toujours un questionnement sur l'impact des interfaces, comment cela induit un certain comportement mécanique, quel est le mode de fissuration, d'endommagement, etc. Et donc, on se propose avec cette première étude d'aller regarder justement un essai mécanique instrumenté par émission acoustique. Alors, cette technique d'émission acoustique, l'émission acoustique, ça va être un phénomène, on va créer des ondes élastiques qui vont résulter de micro-déplacements internes à un matériau. Donc là, ces sources d'émissions acoustiques peuvent être liées à de nombreux phénomènes et notamment des mécanismes de rupture, c'est ce qui va nous intéresser ici. Donc ces phénomènes d'endommagement qui vont être sous forme d'événements et d'énergie vont délivrer des signaux sous forme d'ondes sinusoïdales qu'on va retrouver ici, qui vont être amortis et donc on va parler de ça. Ce déclenchement de propagation de fissures dans les matériaux, même sur les structures en béton, qui peuvent être suivies, sont liés au développement de micro-fissures, dont il va résulter donc, la libération d'énergie qui va se propager dans le béton sous la forme d'ondes mécaniques. Et donc, on va détecter ces ondes au moyen de capteurs et analyser les temps de propagation de ces ondes pour venir si possible, localiser les sources au sein du matériau et ensuite suivre l'endommagement et la fissuration du matériau cimentaire du béton. Donc, dans notre cas, on s'est intéressé à utiliser deux types de granulats biosourcés, des anas de lin provenant de la coopérative Agilin, et puis des anas de chanvre commercialisés par Biofibat. Ces matériaux ont des propriétés résumées dans le tableau ici, avec donc une conductivité thermique et une masse volumique un peu plus faible pour les anas de lin, et une absorption d'eau à 24 heures similaire. Donc visuellement, ces anas semblent de morphologie proche. Effectivement, si on regarde les courbes issues d'analyse d'images selon les recommandations de la RILEM, on peut voir que l'on a des courbes proches, sauf pour l'axe mineur, des anas de lin qui sont un petit peu plus faibles. Donc effectivement, on a une largeur réduite par rapport aux anas de chanvre et cela se voit notamment par une circularité un peu plus faible pour les anas de lin. Une petite remarque sur les anas de lin, ils présentent quelques fibres et également des graines, ce qui peut jouer sur les propriétés ensuite des bétons. Les bétons étudiés sont composés de ces granulats et de ciment prompt. Avec, donc on a utilisé un ratio sur liant de 1,5, ratio de liant sur granulat biosourcé de 2,
et un retardateur de prise, donc de l'acide citrique, du tempo chez Vika. Donc nous avons stocké les échantillons en conditions ambiantes après démoulage qui est effectué à 3 jours, et ce jusqu'à la date des essais à 28 jours. Donc vous avez les photos des échantillons en bas à gauche, les cylindres 11-22 pour les essais en compression et des éprouvettes 7-28 pour les essais en flexion. Donc là, on a suivi donc ces essais sur sur une presse ici électromécanique, sur une Instron 50 kN. Les bétons ont tous une masse volumique similaire, autour de 850 kg par mètre cube, hormis pour le béton de chanvre sous forme cylindrique, donc qui a une masse volumique un peu plus faible, qui s'explique parce qu'on a compacté manuellement les bétons, donc il peut y avoir une petite variabilité lors de la fabrication. Au niveau des résistances en flexion, à 28 jours, on est sur le même ordre de grandeur pour les deux matériaux, et on a une résistance en compression un peu plus élevée pour les bétons de lin. Donc, ces matériaux ont été suivis donc, en compression par la méthode d'émission acoustique. On n'a pour le moment pas fait d'essai de flexion. Je pourrais y revenir si vous souhaitez le genre de questions. Donc, le matériel d'acquisition et de traitement des signaux, l'émission acoustique utilisée et consommée est constituée d'un système d'acquisition Mistras, donc qui se trouve l'I2M, avec 8 capteurs piézoélectriques de type R15 avec une résonance de 150 kHz et une surface de contact de 10 mm avec une détection de l'onde élastique donc qui va être en surface du matériau. Ces signaux vont être amplifiés à l'aide de préamplificateurs avec un gain de 40 décibels. Et on utilise un algorithme de localisation du logiciel AEWIN pour arriver donc à localiser ces sources d'émissions acoustiques. Donc c'est basé sur, l'algorithme il va être basé sur la triangulation des différences de temps de propagation sur chacun des capteurs. Donc, on peut, à l'issue de ce suivi, faire une corrélation entre amplitude, charge et nombre cumulé de coups pendant l'essai de compression. Donc, on peut à ce moment-là mettre en relation l'évolution du nombre de coups émission acoustique, donc, que vous avez ici, avec la courbe de charge en bleu et l'amplitude ici en décibels. Donc, ce que l'on remarque dans la première phase, c'est que l'on a une activité acoustique importante pour des faibles niveaux de charge dès le début de l'essai, notamment pour le béton de chanvre qui va être plus importante. Donc, on va avoir pour le béton de chanvre dans cette première phase un taux de dommage qui va être plus important. En revanche, pour le béton de lin, donc on a un retard en comparaison. On va retrouver une seconde phase durant laquelle le taux de l'activité d'émission acoustique va augmenter rapidement pour le béton de lin. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir apparition des fissures, tandis que pour le béton de chanvre, on va avoir une diminution. Donc, ça veut dire qu'on a bien une cinétique de propagation de fissures qui va être différente dans les deux cas. Après le pic, donc là, on a une troisième phase. Après le pic ici de charge, eh bien, on va retrouver donc une diminution progressive ici de l'activité. Donc, ça indique une propagation stable des fissures. Ensuite, donc la quatrième étape, donc là, on a une déformation des bétons qui est très importante au départ et on va avoir certaines
parties fissurées du béton qui sont déplacées dans la direction latérale. Donc, on va se retrouver hors du plan. Donc, on va réduire la fiabilité des mesures à ce moment-là sur la fin du test. Donc, finalement, on a un nombre de coûts d'activité acoustique qui était plus important dans le béton de lin. Donc, ça peut être dû à une plus grande interconnexion des particules de la matrice, à la cohésion interface entre les anneaux de lin et la matrice, puisqu'on a des niveaux de charge plus élevés nécessaires pour créer des macro-fissures. Donc, cette cohésion, elle conduit à une plus grande résistance à la compression. Pour terminer sur les résultats, nous avons tenté de localiser les événements. Donc, vous avez ici des cartes de localisation qui montrent que la plupart des événements vont être bien situés au milieu des cylindres. Donc, on localise plutôt bien en termes de position. En revanche, on voit qu'on arrive mieux à localiser sur le béton de chanvre que sur le béton de lin. Donc là, il y a encore un petit travail à effectuer vis-à-vis de cette localisation. Donc pour finir, je me dépêche. Donc là, on a montré dans cette première étude qu'il était possible de caractériser l'endommagement des bétons biosourcés avec cette technique d'émission acoustique et donc que le béton de lin avait une propagation des fissures plus tardive et moins importante que le béton de chanvre. Donc par la suite, l'idée serait d'étudier d'autres bétons biosourcés en termes de liant et de granulats, et puis également de compléter avec des essais de flexion, d'aller plus loin jusqu'à l'endommagement et l'étude vraiment de l'endommagement de la fissure. Voilà, je vous remercie. Merci Alexandra. Donc je vois qu'il y a une première question dans le chat de Monsieur Tcheksar. Bon, je vais la lire du coup. Donc, comment avez-vous estimé la vitesse de propagation des ondes sonores dans vos bétons? Car j'imagine que pour localiser la source des signaux en fonction d'une triangulation qui se base sur les temps d'arrivée, il vous faut cette vitesse. Alors effectivement, c'est ce qui nous a permis de plus ou moins bien localiser. On a effectivement varié cette vitesse pour essayer de localiser au mieux les matériaux, les événements. Donc, on a un peu tâtonné. Voilà, donc effectivement, on n'aurait pas les mêmes vitesses dans les deux cas. On aurait une vitesse plus faible dans le béton de chanvre, mais à vérifier. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, je vois que vous relevez la main. Si vous voulez allumer votre micro. Alors... Oui, c'est moi encore. Vous m'entendez? Oui. Oui, merci pour votre réponse, et pour votre présentation aussi. C'était vraiment intéressant. Juste une remarque, je pense que votre problème de localisation, elle doit se situer surtout à ce niveau, parce que, comme je l'ai dit tantôt, la vitesse est primordiale pour pouvoir bien localiser. Et juste une piste de réflexion, moi j'utilise des acoustiques ultrasons, donc je génère ma propre source. J'attends pas que la salle soit générée par une sollicitation. Donc, ça pourrait être une solution pour vous en générant votre propre source. Donc, vous connaîtrez votre distance de propagation. Et donc, en fonction des temps mis entre la génération de la source et sa réception par un autre capteur, vous pourrez à peu près, vous n'aurez pas les vitesses exactes, mais ça aurait été plus précis que le tâtonnement. On l'a fait, en fait, j'ai fait des essais ultrasonores. D'accord, ok. En tout cas, merci. J'ai pas tout mis. Effectivement, on a essayé plusieurs formulations de béton. On a testé différentes tailles d'échantillons. Et j'ai déjà essayé un petit peu avec la méthode ultrasonore sans faire d'essai de rupture. Voilà. Donc, merci. Je vous en prie. Merci pour votre commentaire. Alors, il y a une autre question d'Alain. Oui. C'est un peu plus poussé. Il faut que j'active le micro. C'est bon. Ouais, merci Alexandra pour ta présentation. En fait, je vais me poser une petite question. C'est pourquoi tu as utilisé du ciment prompt avec un retardateur de brise? Ça paraît contradictoire en fait, comme ça. Alors en fait, globalement, c'est vrai qu'on utilise toujours de la chaux, presque tout le temps. Mais ce qui a été remarqué, c'est par Sandrine Marceau,
dans une publi, c'est que tu avais moins de développement de moisissures avec le ciment prond. Et donc, je suis partie sur ce matériau pour limiter l'impact du développement des moisissures sur mon étude. D'accord, mais ça c'est... Alors, par contre, l'inconvénient, ouais. c'est que tu utilises du retardateur, parce que sinon, en 5 minutes, ça a pris. Oui, je me disais aussi, c'est quoi cette drôle d'idée, mais bon, il y a une explication. Oui, il y a une explication, et c'est vrai qu'en fait, on a formulé avec de la chaux, avec du plomb. On a plutôt bien réussi avec le plomb. Parce qu'à l'intérieur du plan, il y a quelque chose qui est bactéricide. Je sais pas, voilà. Après, il y a une étude un peu plus poussée à aller regarder, mais c'est vrai qu'elle avait étudié le ciment prond dans une publi. Et je me suis dit, bah voilà, au moins je pars de ça. Par contre, sur la fabrication, c'est pas forcément évident. On ne suit pas les recommandations qui sont pour la chaux où tu prémouilles. On a testé, c'est une catastrophe. Ouais. Au final, en fait, on a suivi plutôt les recommandations Vika, ce qu'on a proposé là, qui a mieux fonctionné. Par contre, effectivement, il y a un effet sur C efficace où on a essayé de travailler dessus et ça a été pire. Donc, il faut qu'on avance encore un peu plus voilà, sur la prise en compte de tous ces paramètres de formulation. Ouais, j'avais une autre question, s'il y a encore 30 secondes. C'est en fait, au final, là, tu constates que bon, ça ne semble pas se propager exactement au même moment, les fissures entre le chanvre et le lin. Et est-ce qu'il y en a un qui est plus avantageux que l'autre au final? Qui a un meilleur comportement, une meilleure ductilité ou une... Voilà, si tu regardes la résistance mécanique, c'est plus intéressant au niveau du lin. Ouais. Et en plus, en fait, tu as un peu de fibre. Alors, je me disais, il doit y avoir peut-être un effet fibre, mais tu ne le vois pas sur la flexion. Mais bah non, parce que ça caresse le même cours. Enfin, c'est assez proche. Par contre, voilà, sur la compression, mais souvent, les fibres, c'est plutôt traction. Donc, à regarder plus précisément, et ce serait avec un IC in situ, en fait, d'imagerie. Bon, merci. Pour aller plus loin sur ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne vois pas de main levée, alors je vais me permettre d'en poser une. Tu as indiqué qu'il y avait une plus grande cohésion avec le lin. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Est-ce que c'est une liaison chimique? Je ne sais pas. Probablement, il faut qu'on regarde justement tout ce qui est cellulose, etc. Ce serait intéressant d'aller regarder au niveau de la compo chimique si la réactivité qu'on peut y avoir, si on impacte sur le liant. Il y a de fortes chances. Parce que c'est pareil, on a essayé là plus récemment avec une autre source de chanvre, il y a un impact. Ça, c'est pas... Il y a pas mal d'études actuellement justement sur les impacts la libération d'éléments qui font que ça va changer les interactions. Et c'est possible qu'avec le lin, on ait moins de... Donc là, on doit travailler dessus sur une autre étude, sur la composition du lin et l'impact que ça a avec le liant utilisé. J'ai pas la réponse tout de suite. Ok, parfait. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer à la dernière présentation. Donc, c'est Mahmoud Saad du LMDC Toulouse. Non, il doit pas être à Toulouse d'ailleurs, je me dis Toulouse, mais... Bonjour. Voilà, bonjour. Donc, sur une comparaison des fibres végétales avec les fibres polypropylènes pour une approche globale pour une substitution efficace dans les mortiers. Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? Oui, tout à fait. Donc, même méthode, je coupe ma caméra puis je rallumerai dans 10 minutes. Ça marche, merci. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mahmoud Saad, je suis un doctorant en 3e année au sein du laboratoire matériaux et durabilité de construction. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit bilan sur mes travaux de thèse qui s'appuient sur la comparaison entre les fibres végétales et les fibres polypropylènes, approche globale pour une substitution efficace dans les mortiers. Ce sujet de thèse est sous l'encadrement de Vincent Sabatier et Anna Turatini.
Je commencerai d'abord par le contexte de mon sujet. Comme vous savez que le secteur de construction est responsable de 40% de la consommation d'énergie et 36% de l'émission de gaz à effet de serre en Europe. En France, ce secteur est considéré comme le premier consommateur d'énergie, de matières non renouvelables et le premier producteur de déchets. Cette problématique a contribué à développer des matériaux écologiques et durables. Parmi ces matériaux, on a les matériaux biosourcés. Et parmi les matériaux biosourcés, on a les fibres végétales, qui sont des ressources abondantes, disponibles et renouvelables. Et c'est une action qui permet de valoriser les résidus agricoles et ils sont utilisés dans les liants minéraux grâce à leurs propriétés mécaniques qui sont comparables à celles de fibres synthétiques. Alors, le problématique de ma thèse, c'est de savoir est-ce que les fibres végétales sont capables de se substituer aux fibres polypropylènes et plus aux fibres polypropylènes. Pour répondre à cette problématique, c'était indispensable de savoir quelle est l'influence des fibres polypropylènes sur le comportement des mortiers. Les fibres polypropylènes permettent d'avoir un effet neutre sur l'ouvrabilité, diminuer la sensibilité à la fissuration au jeune âge et améliorer la résistance à l'impact. Malgré tous ces avantages, en fait, d'ajouter des fibres polypropylènes dans les mortiers, ça va augmenter le coût des matériaux et ainsi, ça va augmenter l'impact environnemental puisque les fibres polypropylènes, ce sont des fibres produites en consommant du pétrole. Tous ces paramètres, je les traduis sous forme d'un curseur de performance. Là, vous pouvez voir que vous pouvez voir un rectangle qui comporte 3 couleurs. Le zone bleue qui correspond à l'effet neutre des fibres. La couleur rouge, c'est l'effet négatif et le couleur vert, c'est l'effet positif. Et le cadre pointillé en noir, c'est les fibres polypropylènes. Moi, maintenant, se référant sur mon travail bibliographique, c'est de savoir quel modèle crédible d'incorporation des fibres végétales faut utiliser pour avoir des résultats équivalents aux fibres polypropylènes. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur les fibres de lin et de chanvre avec une longueur qui varie entre 10 et 20 mm et avec un dosage qui varie entre 0,5 et 1% en masse de liant. Et pour les liants, on va travailler sur les liants cimentaires et liants pouzzolaniques, un mélange de chaux et métacarona. Alors, l'objectif visé, c'est de placer le curseur de fibres végétales au même endroit que les fibres polypropylènes ou bien en fait d'atteindre des résultats beaucoup plus importants. Pour notre travail, on a commencé par la caractérisation des fibres. D'abord, je voudrais vous présenter pas toutes les caractérisations, juste 2 paramètres. On a commencé d'abord par analyser les surfaces des fibres. Nous avons trouvé en fait que pour les fibres polypropylènes sont caractérisées par une surface lisse et homogène. Pour les fibres de lin et chanvre sont caractérisées par une surface qui contient une couche des impuretés et avec une morphologie variable. Deuxième paramètre, c'est le coefficient d'absorption d'eau par les fibres. Après immersion en fait, des fibres dans l'eau pendant 24 heures, nous avons trouvé que les fibres de chanvre absorbent 170% de l'eau et 150% absorbés par les fibres de lin. Ce paramètre est indispensable pour l'optimisation de la rhéologie de notre composite. En ce qui concerne les fibres polypropylènes, le pourcentage d'absorption est de 0%. Pour la formulation des mortiers, c'est comme je vous ai dit, on va travailler sur 2 types de liants, savoir en fait le mortier cimentaire et le mortier pouzzolanique. Pour chaque mortier, nous avons réalisé 7 formulations. D'abord, la formulation en fait de référence qui contient pas de fibres. Comme vous pouvez voir, en fait, c'est le CNF, c'est-à-dire le ciment non fibré. Et pour les fibres, par exemple, polypropylènes, on va travailler sur les 0,25 et les 0,5%. Et pour les fibres de lin, c'est des 0,5 et les 1%. Et pareil pour les fibres de chanvre. La première étape, c'était d'optimiser la rhéologie de notre matériau. Pour optimiser la rhéologie, nous avons utilisé 2 méthodes normalisées. La première étape, en fait, c'était l'essai de maniabilimètre qui permet de mesurer le temps d'écoulement sous l'action d'une force de vibration. Nous avons trouvé que malgré en fait, l'ajout de l'eau en fait, dans les mortiers, on ne peut pas optimiser notre rhéologie, c'est-à-dire d'avoir une ouvrabilité équivalente à notre mortier de référence. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'ajouter des superplastifiants, comme vous pouvez voir en fait, dans la 2e série avec SP, ce qui correspond au superplastifiant. Et le dosage des superplastifiants correspond à la moitié du dosage des fibres
utilisé dans chaque formulation. Et quand nous avons ajouté ce dosage de superplastifiant, nous avons réussi de trouver en fait une ouvrabilité équivalente entre toutes les formulations. La deuxième méthode, c'était les tables Acefous qui permet de mesurer les diamètres d'étalement. Et c'est pareil, la même observation, c'est-à-dire malgré l'ajout de l'eau, nous n'avons pas trouvé tout de suite en fait la rhéologie de notre mortier. C'est pour ça qu'on a ajouté des superplastifiants pour que la rhéologie soit équivalente. Alors, pour conclure sur l'ouvrabilité, on a d'abord en fait le curseur de fibres polypropylène est dans les zones bleues et pour les fibres végétales, c'est dans les zones rouges. Mais avec l'ajout de l'eau et avec ajouter des superplastifiants, on peut classer les fibres végétales dans le même endroit que les fibres polypropylène, ce qui nous permet de valider la partie ouvrabilité. Ensuite, on va passer sur la fissuration. La résistance à la fissuration a été évaluée en plusieurs étapes. Au début, en fait, nous avons fabriqué un tunnel d'essai qui est soumis aux conditions sévères avec 2 ventilateurs chauffants et avec une sonde qui permet d'évaluer la température et l'humidité relative et avec une vitesse de vent de 1 mètre par seconde. La méthode adoptée, c'était un essai de laboratoire qui est inspiré par la norme ASTM qui consiste à fabriquer un moule métallique avec une surélévation d'auteur 2 cm en fait, pour la partie centrale et 1 cm pour la partie droite et gauche. 3 tests par formulation ont été réalisés et là, après 24 ans, on détermine l'ouverture de fissures en utilisant une règle graduée que j'ai fabriquée en fait sur l'AutoCAD. Après déterminer l'ouverture des fissures, nous avons déterminé les cracking reduction ratio ou bien c'est le coefficient de réduction des fissures par rapport au mortier non fibré. Pour vous présenter les résultats, je commence par le mortier pouzzolanique. Nous avons trouvé d'abord en fait que il y a une amélioration pour toutes en fait les formulations fibrées. Par contre, cette amélioration elle était beaucoup plus importante en fait pour le mortier renforcé par 1% des fibres de lin, c'est le couleur vert. C'est le couleur vert qui arrive à peu près à 80% par rapport aux autres types de formulations. Même observation a été observée pour les mortiers cimentaires. Il y a une amélioration pour toutes les formulations, mais cette amélioration a été beaucoup plus importante pour les fibres de lin avec 1%. Alors, grâce à ce résultat, on peut classer le curseur de fibres polypropylène dans les zones, entre les zones bleues et les zones vertes. Par contre, le fibre végétal, on l'a mis dans la zone verte un peu plus loin que les fibres polypropylènes grâce à nos résultats. Ce qui nous permet de valider la partie de la fissuration. Et pour finir avec la résistance à l'impact, pour évaluer cette résistance, nous avons développé un essai de l'impact à la bile qui consiste à lâcher une masse en fait, sur une plaque de dimension de 30 par 30 par une épaisseur de 2 cm. Pour que nos résultats en fait, soient fiables et soient bien représentatifs, nous avons utilisé encore un appareil de ondes ultrasonores qui nous permet d'évaluer la vitesse de la transmission des ondes qui est liée à la rigidité de notre matériau. Avec cet essai, nous avons déterminé l'énergie cumulée de fissuration et l'énergie cumulée de rupture. Là, je voudrais vous présenter un petit exemple en fait, sur la vitesse des ondes ultrasonores. Là, en fait, comme vous pouvez voir, avant de voir en fait, la chute de la vitesse, nous avons trouvé un comportement similaire entre toutes les formulations. Par contre, en fait, la chute de vitesse, c'est qui correspond à l'apparition de premières fissures et la rupture, c'est qui correspond au dernier point qui est détecté par notre appareil. Et on a respecté ces critères pour toutes les formulations pour que nos résultats soient comparables. Au niveau de l'énergie, en fait, nous avons trouvé, c'est comme en fait la courbe que je viens de vous montrer, qu'au niveau de l'énergie à la fissuration, c'est similaire entre toutes les formulations, mais la différence que nous avons trouvée, c'est au niveau de l'énergie à la rupture. Nous avons trouvé une amélioration de l'énergie à la rupture pour toutes les formulations, mais cette amélioration, elle était beaucoup plus importante pour les mortiers renforcés par des fibres polypropylènes, ce qui correspond aux couleurs rouges. Et pour conclure, alors pour valider le paramètre d'ouvrabilité, on peut valider ce paramètre en ajoutant de l'eau et des superplastifiants. Et ce qui concerne la fissuration à l'impact, pour valider ces deux paramètres, il faut d'abord avoir un dosage double des fibres, c'est-à-dire si on utilise 0,5% des fibres polypropylènes, on va utiliser 1% des fibres de lin pour qu'on puisse avoir des résultats équivalents, et bien sûr des modes de découpe propres. Quand on parle
sur les modes de découpe propres, ce qui n'est pas le cas en fait des fibres végétales, puisque les fibres polypropylènes sont toujours déjà coupées mécaniquement, mais par contre pour les fibres végétales sont caractérisées en fait par une couche qui n'est pas très homogène, ce qui en fait perturbe les distributions des fibres en fait dans les mortiers. Alors, mais grâce à nos résultats que nous avons trouvés, on peut répondre à notre problématique qui est, oui, les fibres naturelles peuvent être considérées comme une alternative écologique aux fibres de polypropylène. Pour les travaux en venir, en fait, on va évaluer l'impact environnemental, c'est-à-dire on va comparer cet impact entre un mortier renforcé par des fibres végétales et un mortier renforcé par des fibres polypropylènes. Et pour réaliser, en fait, pour évaluer cet impact, on va réaliser l'analyse du cycle de vie. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre présentation. Merci. Alors, je vois qu'Abdel a des questions. Abdel Kilidj. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'ai 2 ou 3 petites questions. La première est concernant l'analyse du cycle de vie que vous projetez de faire. Déjà, quand vous rajoutez des superplastifiants, je pense que ça va impacter un petit peu votre analyse parce que vous enlevez du plastique, mais vous rajoutez des produits chimiques qui sont un peu, entre guillemets, un peu dégueulasses pour l'environnement. Donc, je pense que, je ne sais pas leur impact, comment il sera, mais il va y avoir quelque chose. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, remarque et question. Est-ce que vous observez une seule fissure ou plusieurs fissures? Et pourquoi ça fissure moins? Je voulais un peu de la physique derrière. Pourquoi ça fissure moins quand il s'agit de fibres de végétales au lieu de fibres plastiques? Ça, c'est une question. D'accord. Alors, pour répondre à cette question, d'abord, en fait, il faut prendre en compte que quand on a décidé de fibres de lin, on a dit puisqu'ils sont presque les mêmes propriétés mécaniques, et puisqu'on a ajouté plus de fibres de lin que les fibres polypropylènes, ça peut justifier en fait pourquoi nous avons trouvé une amélioration des fissures plus que les fibres polypropylènes, puisqu'ils sont des propriétés mécaniques comparables. Et ce n'est pas le problème d'adhérence entre la fibre que vous avez montrée qui était lisse de polypropylène, oui, et la fibre végétale qui est moins lisse et qui a probablement, elle mobilise plus d'adhérence entre le matériau cimentaire le matériau cimentaire et puis la fibre elle-même. Et donc ça peut réduire la fissuration. En tous les cas, réduire peut-être l'ouverture de fissures, mais après sur la répartition, je ne sais pas combien. Pour moi, c'est quand j'utilise des fibres. Je fabrique plus de fissures de plus petite taille, de plus petite ouverture, réparties, quoi. Oui, ça, en fait, on a trouvé en fait sur un autre essai que j'ai fait. Je ne l'ai pas présenté ici puisque je n'avais pas le temps. Du coup, en fait, j'ai coulé des mortiers sur des briques et on a évalué en fait la surface des différentes fissures obtenues par rapport à la surface totale de notre brique. Et avec les fibres, nous avons parfois, en fait, on trouve parfois des fissures, par exemple, de nombre de fissures un peu plus important, mais avec une dimension plus petite que celle des non fibrés ou bien des fibres polypropylènes. OK. Et dernière petite remarque aussi, c'est on utilise beaucoup de fibres polypropylènes aussi quand il s'agit d'incendie. Donc, c'est quelque chose d'intéressant dans la construction de béton pour les tunnels, etc. Parce que les fibres polypropylènes, quand elles fondent, elles libèrent de la place pour que la pression vienne s'engouffrer dedans et ne pas faire éclater le béton. Donc, vous avez pris trois propriétés. Je pense qu'il y en a d'autres. Enfin, les fibres de polypropylène, ce n'est pas uniquement pour ça qu'on les utilise, quoi. Tout à fait. En fait, je suis d'accord avec vous. En fait, que les fibres polypropylène, elle est très caractérisée pour la tenue au feu. En fait, ici, je n'ai pas présenté tous les paramètres. Je n'ai présenté que le paramètre que je voudrais les présenter ici. D'accord. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'avais une question qui était un peu similaire. C'était pourquoi est-ce qu'avec le liant pouzzolanique, avec le mortier pouzzolanique, l'amélioration, c'est uniquement avec les fibres de lin et pas avec les fibres de chanvre?
Oui, d'abord, en fait, je voudrais juste vous dire que la différence entre les fibres de lin et les fibres de chanvre, c'est la méthode des découpes. Par exemple, les fibres de lin, quand on l'a reçu déjà coupées avec une longueur de 12 mm. Par contre, en fait, les fibres de chanvre, on l'a coupé manuellement, c'est-à-dire j'ai utilisé des ciseaux et parfois, en fait, la longueur de fibre obtenue, ce n'était pas vraiment, en fait, la longueur qu'on cherche. Même, en fait, quand j'ai fait l'étude granulométrique, j'ai trouvé que le pourcentage c'est à peu près 50% en fait, des fibres de chanvre coupées ont une longueur qui varie entre 10 et 15 mm. Mais la question que tant qu'on a des longueurs plus grandes, en fait, il y a un risque en fait, que les fibres s'entremêlent entre eux et qu'ils forment des boulettes. Et quand ça forme des boulettes, ça va augmenter la porosité et du coup, en fait, dans ce cas, ça va diminuer le comportement mécanique. D'accord, donc ça vient aussi en fait de la longueur des fibres qui ne sont pas tout à fait En les fait, mêmes, finalement. la longueur des fibres, c'est un paramètre très important qu'il faut le prendre. C'est pour ça, en fait, quand j'ai dit qu'il faut prendre des longueurs qui varient entre 10 et 15, puisqu'on se réfère sur le résultat qu'on a trouvé dans la littérature, la plupart des résultats qui sont importants, en fait, sont avec des longueurs qui varient entre 10 et 15. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je regarde, je ne vois pas d'autres mains levées. Bon, bah, si on n'a pas d'autres questions, alors on va clore la Est-ce session. qu'on est invité pour un repas ce soir ou non? Et ben voilà, en fait, on va pouvoir poursuivre nos discussions au café là. Ça aurait été bien volontiers à Lyon, mais ce sera pour une prochaine fois, Abdel. Ok, merci Manuel. Bientôt, ouais, on espère. Donc, bah, je vous remercie tous pour votre participation et bien sûr plus particulièrement les présentateurs. Hein. Donc, on a eu des présentations très riches. Je vous rappelle que Marie a mis le lien vers les actes dans la discussion. Donc, si vous voulez le récupérer, vous l'avez à disposition. Et puis, comme indiqué en session plénière d'ouverture, on aura les vidéos à disposition des différentes sessions qu'on a pu avoir. Voilà, bah, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci pour ces remerciements aux présentateurs. Merci à toi, Florence, d'avoir animé cette session. Merci à tous les gens qui ont participé, enfin, derrière leur ordi, qui ont écouté ces belles présentations. Et moi, je vous donne rendez-vous demain matin, parce qu'aujourd'hui, c'est juste la journée d'ouverture. On se retrouve à 9 h avec le lien qui vous a été envoyé par Emmanuel pour une session plénière sur un sujet très intéressant qui est la CV dynamique dans la nouvelle RE 2020. Donc, ben voilà, bonne soirée et je vous dis à demain. Et merci. Bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est comme avec les étudiants. Ouais, mais du coup, demain, je pense que je resterai chez moi parce qu'à un moment donné, moi, j'ai une coupure. J'ai été éjecté. J'ai cru que ça avait coupé pour tout le monde, mais j'ai perdu la liaison pendant moins de 10 minutes. Il a fallu que je me remette sur mon PC, sur la 5G, enfin bon. D'accord. Donc demain, je vais rester chez moi, je crois, parce que là, c'est pas forcément fiable, la fac. Ouais. Ouais, effectivement, tu vois les 7 mauvais élèves. Bon, allez. Bonne soirée, Marie. À demain. À demain, ça marche. Ciao.